this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va classer mes 10 meilleurs coasters que j'ai pu rider à ce jour, même si, vous le savez, j'ai l'habitude de faire des top 10 un petit peu chaque année, mais malheureusement l'année dernière, pandémie du Covid-19 oblige, je n'ai malheureusement pas pu en faire parce que tout simplement, j'ai pas eu de nouveaux gros coasters qui se sont greffés comme ça à mon top 10 et j'ai même pas pu faire énormément de crédits. Il était difficile pour tout le monde de vraiment pouvoir planifier des trips et j'ai eu uniquement l'occasion de faire Max & Moritz comme nouveau crédit et Fly. Vous allez voir de toute façon que mon top 10 a bien bougé pour cette année puisqu'il y a énormément de nouveaux crédits que j'ai pu enfin faire. Rattraper également mon retard que j'ai pu amasser avec la saison 2020, mais on va voir ça dans quelques instants. Je vous propose donc de commencer par le 10e coaster pour enfin finir par le tout premier, un petit peu comme d'habitude, hein, comme chaque année. Et on va commencer sans plus attendre avec le premier crédit qui est Fly. Fly, c'était un coaster qui était très attendu pour moi et Fantasyland l'a enfin ouvert l'année dernière en 2020, un petit peu par surprise en soft opening et l'a officiellement ouvert cette année, même si j'ai pu rider quand même Fly l'année dernière. Il est en 10e position tout simplement parce que Fly a des sensations que d'autres coasters ne procurent pas. Fantasyland nous avait déjà habitués à faire de gros domaines thématiques avec le Deep in Africa et puis plus récemment avec Lugaim, mais à ce niveau-ci, à ce niveau d'expérience qu'est Rockburg, c'est clairement inédit. Et c'est pour moi le plus gros atout qu'a Fly, c'est son domaine thématique. Ses interactions qu'il a avec la zone et aussi son ride system. Mais on va reprendre point par point tout ce que j'ai vraiment apprécié dans Fly. Alors pour moi l'effet waouh c'est clairement quand on rentre dans la zone. On rentre vraiment par un tout petit couloir, très sombre, très restreint et on arrive comme ça avec l'énorme zone qui pop comme ça devant nous avec le coaster comme ça qui vient défiler et surtout la musique d'Imascore qui vous prend au trip comme ça et qui vous dit regarde ce que t'as en face de toi. Et vraiment d'une manière très majestueuse dont pour l'instant aucun coaster m'avait procuré de telles émotions. Quand on déambule dans la zone, on se rend vite compte que la zone est vraiment tout étriquée, qu'on ne voit absolument pas le reste du parc, on est complètement immergé dans l'univers. À aucun moment on aperçoit le reste du parc quand on est dans la zone. C'est pas forcément le cas quand on est en on-ride, mais très honnêtement, quand on file à toute blinde, généralement on n'a pas vraiment le temps de le voir. La première déception pour moi pour Fly, c'est sa file d'attente. Sa file d'attente, à certains moments, on se retrouve vraiment avec des murs en briques et de la tôle. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'est pour moi le plus gros point noir de l'attraction. Même si, on va pas se mentir, Fantasyland, c'est pas non plus les rois des files d'attente. Ce que je veux dire, c'est que le parc à bœufs de Taron, c'en est pas non plus leur plus bel exemple. Fly commence pour moi surtout au niveau des casiers. C'est vrai que c'est hyper original et ça rajoute, je trouve, même à l'expérience même de l'attraction, c'est de passer par un portique de sécurité un petit peu comme dans les aéroports et ça je trouve ça absolument fantastique, ça permet de rajouter une certaine immersion et d'y croire surtout, ça c'est super beau. Ensuite, que dire de cette station et ce dispatch sound qui est absolument fantastique. Ces notes absolument magnifiques que nous a composé Imascore pour ce dispatch sound fait pour moi partie de leur must, un petit peu comme ils ont fait avec Taron. Et là ensuite on arrive sur la petite partie Dark Ride, c'est vrai que c'est plutôt inédit, là Fantasyland nous avait jamais habitué à des parties Dark Ride sur leur attraction. Moss au chocolat, voilà, on va pas dire que c'est non plus un gros Dark Ride, on est plus sur un Dark Ride à écran, donc voilà, pour moi c'est pas encore la même catégorie, on est sur de vrais décors, même si hein, c'est un petit peu décevant sur les décors de fond, ce que nous présente sur le premier plan et surtout la musique, la résonance de la pièce fait qu'on est vraiment dedans, on se prend au trip et on a la banane en fait, c'est ça le principal. Et là quand on arrive sur le premier launch, on a évidemment le Ride Systems qui vous place face au sol. Sans commentaire pour ce Ride Systems qui est pour moi super intelligent parce qu'il permet d'allier le débit, la capacité avec l'expérience. Et donc arrivé sur ce premier launch qui est pas super puissant, on en arrive donc sur tout un layout qui est très tortueux, qui est très répétitif je trouve. Pour moi c'est le plus gros défaut qu'a Fly, c'est que on a beaucoup aller-retour, mais ça manque de variété de sensations finalement comme on a par exemple sur un Taron. On se tape beaucoup d'airtime, ça c'est loin pour me déplaire, on se tape beaucoup de force G. Mais vous voyez, on alterne G, airtime. Pour moi, Fly, c'est pas vraiment dans ses sensations, c'est plus dans l'expérience même. Ce qui est plus impressionnant surtout, c'est comment Fantasyland a combiné avec les éléments thématiques et le Ride Systems. Pour moi, ça c'est unique, et ça c'est ce qui fait la plus grande force de Fly.
J'ai énormément aimé également la fin du ride, puisqu'on arrive comme ça sur une sorte de piste d'atterrissage, mais encore une fois, il n'y a rien de sensationnel, mais c'est uniquement de la pure théma et de la pure scénographie. Je ne vais pas non plus encore m'étaler sur tout ce qu'il y a dans toute la zone de Rockburg, parce que franchement, sinon la vidéo durerait 1 heure, mais tous les détails qu'a mis Fantasyland, au niveau des toilettes, au niveau des boutiques, au niveau de certains endroits, les plaques des égouts, c'est fantastique. Pour résumer, Fly n'est pas pour moi un ride à sensation, il est un ride à expérience. C'est pour ça qu'il est quand même dans mon top 10 et qu'il n'est pas vraiment beaucoup plus haut non plus, hein, parce que sinon, s'il serait beaucoup plus sensationnel, je pense qu'il serait bien plus haut dans mon classement. Mais je l'apprécie surtout de par l'expérience globale, et je pense que ce que nous avait promis Fantasyland, c'est complètement réussi. Formula Rossa. Formula Rossa, j'ai déjà beaucoup donné mon avis là-dessus, je ne l'ai pas re-ridé non plus encore cette année, mais je pense avoir quand même d'assez solides souvenirs pour me dire que Formula Rossa est à cette 9ème place. Faut dire quand même que le coaster en claque dès son launch, dont je n'ai clairement jamais ressenti de tel sur un autre coaster, avec son layout comme je vous ai déjà dit qui n'est pas si inintéressant que ça, alors il est certes très ample, mais vraiment le fait qu'on se prend ça à très grande vitesse en fait qu'il vous procure certaines sensations que vous n'avez jamais vécues. Pour moi, c'est ça la plus grande force de Formula Rossa, et aussi dans son environnement qui est très désertique, qui est très atypique. Mais je trouve que ça rajoute au cachet le fait qu'il soit comme ça en plein désert. Vous êtes comme Superman au milieu de nulle part. Pour moi, Formula Rossa, c'est fun, c'est fou, c'est fougueux, et c'est de par ces 3 adjectifs pour moi qu'il est fantastique. J'ai pas forcément beaucoup de défauts à lui trouver ce coaster de par le fait qu'il bat un record. Et rien que le fait de battre un record lui fait atteindre des vitesses absolument mais démentielles. Et c'est grâce à cette vitesse qu'il réussit à vous prendre clairement vos tripes. Et comme on n'a pas vraiment d'autres points de comparaison à des coasters à cette même vitesse, avec ces mêmes sensations, j'ai du mal vraiment à lui trouver des défauts. Je pourrais dire qu'il est trop rapide et qu'on aurait pu avoir des airtime un petit peu plus dosés. Et en plus, ce Formula Rossa n'est pas dépourvu d'airtime, c'est des airtime vraiment très particuliers. Mais sans cette folie de conception, on n'aurait pas ce coaster unique. J'arrive pas à le comparer avec un autre coaster. Aucun coaster ne leur ressemble. High Speed. High Speed à Mirabilandia, c'est un bon layout, c'est des bons airtime, c'est des bons changements de direction, c'est des bons éléments. J'ai déjà dit beaucoup de bien sur ce coaster, et cet avis s'est encore confirmé cette année, avec une catapulte très puissante pour du launch magnétique, un top hat très jouissif, des petits bunny hops génial, et des earthline rolls qui sont pour moi fou furieux. Ce qui fait pour moi qu'High Speed est vraiment un coup de génie, c'est vraiment ces enchaînements d'éléments. Des éléments mis dans le désordre ou des éléments avec de gros temps morts, je pense qu'on serait clairement pas sur le même coaster. Mais le plus gros défaut pour moi qu'à High Speed, ce sont ses harnais et sa thématique qui est vraiment dégueulasse. Oui, donc ici on se retrouve clairement sur les anciennes assises Intamin avec les gros harnais guillotine pas très agréables. Il suffit d'un faux mouvement que vous preniez une torgnole dans le harnais, que vous soyez mal installé, ça peut être vite désagréable. Mais heureusement qu'High Speed en lui-même est très bien conçu pour ne pas qu'on soit vraiment trop gêné par les harnais, même si je sais que beaucoup de personnes peuvent être gênées. Et la théma, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hormis que c'est extrêmement laid. On est sur du rouge pétant, théma automobile, mais théma qui n'a pas de licence. C'est très fade, peu inspiré, la file d'attente, on n'arrive même pas à respirer dedans. Et la gestion de Mirabilandia n'aide pas forcément, donc ne comptez pas sur lui pour vous faire rêver en file d'attente ou à la sortie. Pour moi, High Speed reste un must, et je n'ai qu'une hâte, c'est de faire sa version à la barre. Taron. Bon, Taron à Fantasyland, on ne le présente plus, mais je pense que ça va être très intéressant de le comparer à Fly, même si c'est 2 coasters radicalement différents, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je préfère Taron à Fly. Déjà, Taron, on est vraiment sur quelque chose de classique à la base. On est sur une double catapulte magnétique, mais c'est un coaster que je prends clairement plus mon pied au niveau sensation. Et déjà, il y a quelque chose que j'accroche plus dans Taron, c'est sa thématique. Alors, c'est complètement personnel, mais la thématique de Taron, style mythologie nordique, je rentre beaucoup plus dedans que dans le style steampunk qu'a imposé Fantasyland avec Fly. Et je pense que c'est l'argument qui pèse le plus dans la balance. Mais ce qui rajoute encore un poids, c'est ses sensations. Je trouve que les sensations sont carrément meilleures proposées dans Taron que dans Fly. On a des EGF turns vraiment très cool, on a des head choppers très intéressants lorsqu'on se balade un petit peu dans le village de Klugheim, et des musiques signées Imascorps qu'on ne présente clairement plus. Mais encore une fois, je sais que c'est quelque chose qui peut vous étonner, c'est que Taron est quand même assez bas dans mon classement. Donc c'est que je lui trouve des défauts face à d'autres coasters qui sont un petit peu plus au-dessus. Et pour cause, parce que pour moi, Taron a de très longs temps morts. Tout ce qui se passe après le premier EGF turn et juste au deuxième launch, pour moi, il se passe pas grand-chose. Hormis se balader dans Klugheim, pour moi, c'est la seule utilité qu'a cette partie. Et quand on regarde en soi, Taron n'a pas forcément énormément d'airtime. Il a un bon airtime sur la première partie de son layout et il a 3 EGF turns
en soi, ça se résume à ça. Certes, on a pas mal de gros pics de G, et ce qui le caractérise, c'est vraiment la force qu'il arrive vraiment à nous entraîner entre G et airtime, qui est absolument fantastique. Mais voilà, c'est vraiment à cause de ces défauts qui me font dire que je ne le mettrai pas beaucoup plus haut. C'est peut-être aussi à cause parce que je l'ai vraiment bien tartiné cette run. En tout cumulé, j'ai dû au moins faire 3h30 dans le coaster sans descendre. 3h30. Donc le coaster, je l'ai bien tartiné, je le connais presque par cœur, il n'a aucune surprise pour moi. Tandis que Fly, je n'arrive pas encore à appréhender le layout. Mais il n'empêche que pour moi, Taron reste supérieur à Fly. Et ensuite, pour recomparer un petit peu avec High Speed pourrait être devant Taron s'il avait des lap bars. Et s'il avait peut-être une thématique un petit peu plus développée, mais très honnêtement, je pense juste avec les lap bars, il serait au-dessus. Taron n'a pas ces enchaînements qu'à High Speed. Je pense que ça lui manque d'une inversion ou quelque chose qui lui donne un rythme vraiment effréné. Même si on a un petit peu ce gêne-là sur la deuxième partie de son layout, on l'a pas aussi fou que High Speed. Surtout qu'il commence à montrer quelques petites faiblesses au niveau du débit. Très régulièrement, Taron reste le coaster avec le plus haut temps d'attente dans Fantasyland, donc ça lui rajoute un poids, donc c'est quand même très difficile de le faire en ce moment, surtout qu'il n'y a plus les ERT. C'est pour ça que je suis resté au moins 3h et un quart, même plus, je pense qu'on approche même des 4 heures dans le coaster. Mais il y a une chose qui me perturbe sur mon avis sur Taron, c'est comment il était à son ouverture en 2016. C'est pas un secret de Polichinelle, je pense que beaucoup de personnes diront la même chose que moi pour ceux qui l'ont raidé en 2016. Taron était plus puissant. Après le second launch, là où on arrive au pic d'altitude, je me souviens qu'on avait deux énormes éjecteurs comme ça latérales, c'était absolument fantastique. Le premier airtime pour moi était beaucoup plus puissant, et même la fin, j'avais l'impression qu'on avait beaucoup plus de G. C'est donc avec ce ressenti passé que j'ai plus forcément trop le même avis sur Taron. Vous comprendrez aisément que mon avis n'est donc pas aussi dithyrambique que certains. Shambhala. Shambhala, c'est peut-être mon premier excellent coaster que j'ai pu rider un petit peu à l'étranger et je porte toujours vraiment dans mon cœur ce coaster, il est encore dans mon top 10. Je pense clairement que c'est encore l'un des seuls rescapés. Et il continue toujours à tenir ses promesses avec ce coaster si majestueux, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de longs airtime que BM maîtrise presque à la perfection. Et c'est le seul coaster Bolliger et Mabillard à être dans mon top 10 et à prouver que la stratégie peut être payante, mais ce coaster, on est la seule exception de ce constructeur. Le layout est bien dosé, ça ne vibre pas, les airtimes sont bons, jouissifs. C'est tout ce qu'on demande à Shambhala et Shambhala il répond mais carrément plus haut que ce qu'on lui demande. Pour moi c'est toujours l'hypercoaster le plus réussi de la firme et pour cause, grâce à sa perfection idyllique, à son cadre également qui est absolument fantastique, Shambhala répond clairement à toutes les attentes d'un excellent hypercoaster, que ce soit de l'extérieur ou en on-ride, il en impose clairement. Lost Gravity. Lost Gravity, ou devrais-je dire Club Roxy, puisque je l'ai encore redécouvert ce magnifique Lost Gravity grâce à la période d'Halloween. C'était la première fois où Walibi Holland l'a vraiment mis en valeur, avec des éclairages qui pourraient être tout à fait comparables à ce qu'avait pu faire Rock'n'Roller Coaster à Disneyland. Vous savez à quel point j'apprécie énormément Lost Gravity, et encore aujourd'hui j'arrive encore à l'apprécier, et encore aujourd'hui il arrive à me surprendre, ce qui est plutôt rare pour des coasters. Même si je vous avoue, quand je l'ai ridé cette année, de toute façon vous l'avez vu dans ma vidéo, en début de matinée il était assez vibrant et pas très sensationnel, mais en fin de journée c'était une putain de tuerie. Les airtimes c'est des éjecteurs, la drop m'en parlait surtout pas. Avec cette deuxième partie qui est plutôt bien dosée, ça a à peu près ressemblant à ce que pourrait faire BM, et avec quelque chose de novateur qui est le Big Zipper, puisqu'on est sur des tout petits trains avec un empattement très serré, ce qui fait qu'on peut vraiment prendre des éléments de manière très tortueuse et très fou. Et c'est la patte qu'apporte Lost Gravity. Mais pour parler davantage de ce qu'a fait Walibi Holland avec le Club Roxy, les sensations à ce moment-là étaient clairement décuplées, avec la fumée qui envahissait un petit peu toute la zone, les éclairages qui en offraient un spectacle visuel absolument fantastique. Pour moi, Lost Gravity était déjà excellent de nuit, mais en plus, avec ça, c'est juste génial. Alors je sais que c'est vraiment une période très précise, parce que comme je vous l'ai dit, Lost Gravity n'était pas forcément à la hauteur de mes attentes au matin, mais bordel, le soir, ça déboîte. Même si la Théba, on comprend pas trop, mais on arrive à comprendre que la gravité est perdue. Bon, c'est le style Walibi Holland, vous commencez à connaître. C'est original, sans rentrer dans le dégueu excessif de exotique. Beaucoup disent que Lost Gravity ne se vaut pas sur ces deux parties. Moi, je suis vraiment pas du tout de cet avis. Pour moi, Lost Gravity, c'est un entier. Il a une partie certes très intense et une autre partie beaucoup moins. Mais pour moi, ces deux parties se complètent. On a des longs airtime sur la première partie et des airtime beaucoup plus courts et des moments beaucoup plus flottants sur la seconde. Le temps mort pour moi qui est réellement justifié, c'est la partie avec le gros virage qui se passe au-dessus du lac. C'est une problématique qui est généralement bien mise en avant par les fans de montagnes russes qui viennent faire Lost Gravity.
Pour moi, Lost Gravity, ça coche absolument toutes les cases, même si je sais que beaucoup seront pas d'accord avec moi, c'est plus un coup de cœur personnel, je tiens à le rappeler. Et si vous êtes en train de me regarder et que vous n'avez pas encore fait Lost Gravity de nuit ou pendant les Halloween Friday Night, faites-le, programmez une visite, ça vaut vraiment le coup. The Ride to Happiness. Ride to Happiness, alias RTH, c'est comment dire, un ovni qui est arrivé le 1er juillet à Plopsaland de Panne. Et il faut dire que j'en attendais quasiment autant de ce coaster que de Conda. Quand je voyais les concept art et le top hat, qui était vraiment très étriqué, et le fait qu'on allait avoir justement un long train par rapport à Time Traveler, j'étais persuadé qu'à n'importe quel rang, on allait avoir un airtime. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il va y avoir vraiment un élément très intense, et là, ça m'a clairement pas déçu. Et que dire de ces airtimes, puisque le premier airtime est juste fantastique sur le premier rang, et le deuxième est juste exceptionnel sur le tout dernier rang. Rarement j'ai senti mon oreille interne prendre un coup dans un airtime. Tellement puissant que c'est sans doute l'airtime le plus intense que j'ai pu ressentir de ma vie dans un coaster. Et encore maintenant, qu'est-ce que cet airtime me fait effet. Et donc après ce moment d'anthologie, on attaque la partie qui est pour moi la moins intéressante de Ride to Happiness, c'est la partie à G. Certes, le banana roll est vraiment un élément qui je trouve intéressant pour un spinning coaster. Enfin, pour un ice stream spinning coaster. Et cet élément offre avec l'effet spinning vraiment un effet de refaisabilité. Mais c'est ce qui vient après qui me gêne beaucoup. C'est le loop. On se tape vraiment un moment de G juste avant et là on se retape un nouveau moment de G, un nouvel élément de G. Je trouve qu'on rajoute encore quelque chose de pas très utile. J'aurais aimé vraiment un moment d'airtime à ce moment-là. S'ensuit le step up underflip qui est loin d'être l'élément qui procure le plus de sensations comme par exemple peut l'être le step up underflip d'Untamed. Et c'est quand même vachement regrettable parce qu'il aurait fallu rendre l'élément beaucoup plus tricky à la RMC pour que ce soit réellement intéressant. Vraiment gros point de déception sur cet élément. Et juste après, on arrive selon moi sur la partie la plus intéressante avec le second launch et le Double Down Inverting Dive Loop, qui est pour moi un coup de génie, parce que clairement, selon le moment où vous allez prendre, vous allez vraiment sentir des sensations très différentes. Et le fait de mettre des rolls dans un coaster à spinning, c'est juste fantastique. Dans cette inversion, vous êtes clairement dans un moment où vous ne savez plus où vous êtes, où vous repérez dans l'espace. Après cet élément bien visuel, bien repérable dans la zone, on arrive donc sur la partie airtime qui vient un petit peu conclure le coaster. Mais vous êtes en train de me dire, mais le layout n'est pas parfait, pourquoi est-il aussi haut? Eh ben la réponse, je vais vous la donner. C'est l'ensemble de ce qu'a réussi à créer Plopsaland. On a un audio absolument fantastique embarqué, qui est parfaitement synchronisé avec chaque élément. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment quand on écoute la musique, on sait clairement à quel moment du ride on est. Avant qu'on accélère, la musique est plutôt douce, plutôt tranquille, elle nous met en confiance et seulement après ça accélère pour prendre un rythme très électro juste après Top Hat et clairement en rajouter une couche juste après le second launch. On a vraiment des parties très cloisonnées dans le soundtrack qui sont vraiment bien calibrées face au layout. Même si la théma fait un petit peu carton-pâte, c'est l'impression que donne en général Plopsaland. Je trouve que pour une fois, on a une belle file d'attente qui est réussie avec un beau soundtrack. On a quelque chose de très envoûtant en station et même en file d'attente. Même si la storyline paraît très abstraite, je trouve qu'elle tient plutôt la route. Sur la première partie de file d'attente, on a la présentation de la machine du bonheur avec les différents éléments qui sont représentés, le vent, le feu, l'eau et la terre qui est symbolisée par la partie extérieure de la file d'attente. Et on arrive sous la station à la mise en marche de cette machine. Et le fait d'avoir mis un personnage emblématique, à mettre plein de références à Tomorrowland, heureusement vous allez me dire parce que c'est une attraction quand même avec By Tomorrowland dans le nom. Mais l'effet qui intrigue le plus dans RTH, c'est clairement l'effet spinning. Il offre certaines refaisabilités indéniables, même si à force, quand on refait le coaster, on en appréhende très bien le layout et on peut facilement mieux le refaire. Mais donc on perd un petit peu en refaisabilité, mais on reste toujours dans la certaine surprise d'avoir des éléments pris d'une certaine manière qu'on en est de nouveau surpris. Mais malheureusement, parfois, Ride to Happiness, c'est très disparate. Parfois, on peut avoir des tours quand même relativement contestables et on peut avoir des tours absolument fantastiques. C'est un petit peu dû à plusieurs problèmes. Le plus évident, c'est l'effet spinning, parce que parfois, quand on fait certains éléments dans une certaine position, c'est moins intéressant que dans d'autres. Mais la seconde raison est clairement beaucoup plus technique, puisque l'un de ces deux trains dispose d'un très gros défaut de vibration. Non seulement pour le confort, c'est pas super agréable, mais surtout les deux launchs sont moins puissants. Malheureusement, à cause des pertes en énergie qu'il a à cause de ces vibrations, le train est launché beaucoup moins vite, ce qui fait que du coup, il traîne beaucoup plus. C'est pour ça que vous entendez un soundtrack légèrement décalé par rapport à un autre train.
J'espère que ce défaut sera résolu rapidement parce que très clairement, quand on fait ce coaster dans ces conditions, on en a une expérience dégradée. On pourrait vite fait débattre un petit peu de toute la storyline et ce qu'a décidé de faire Plopsaland. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont pas tombés dans la facilité de faire quelque chose de très festivalier. Ils ont réussi à créer un univers qui est en raccord avec Tomorrowland, qui se complète même parfois. Et je trouve que cette maîtrise est clairement à notifier. Mais après, rien ne nous empêche, pourquoi pas, d'avoir pendant des événements assez particuliers, d'avoir des DJ. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant les Halloween Scare Night, puisque Plopsaland a fait appel à des DJ de Tomorrowland pour pouvoir un petit peu animer la zone. Et ça, c'était une excellente idée. Petit défaut tout de même à cela, j'aurais quand même aimé avoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux au niveau des éclairages, même si c'était déjà très bien pour du Plopsa. Voilà, pour moi, Ride to Happiness, c'est l'OVNI qui est apparu à Plopsaland. Presque un coup de génie, mais néanmoins, je serai très attentif à voir comment Ride to Happiness va vieillir. Flying Aces. Flying Aces, c'est un petit peu le grand frère de Conda. On est exactement dans le même esprit du layout avec des éléments très aériens qui se prennent vraiment très bien. Mais à certains moments, on a quelques petits temps morts avec des longs moments de jet, mais généralement, le ride est vraiment toujours très bien ponctué entre moments de jet et moments d'airtime. Il a une plutôt belle file d'attente en style un petit peu walkthrough. Mais ceci dit, pour parler pure sensation, on a un lift très rapide, on a des éléments très aériens, des airtime très satisfaisants, et il en est tout aussi excellent à l'arrière. Voilà, je vais pas davantage m'étaler là-dessus parce que ça fait pas mal de temps, mine de rien, que j'ai pas ridé Flying Aces. Et en plus de ça, si vous voulez vraiment avoir un avis qui était bien à chaud, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Ferrari World qui s'affiche dans le petit i en haut à droite. Conda. Et oui, c'est la grande surprise, Conda est deuxième dans mon top, il est donc au-dessus de RTH. Mais pourquoi est-il meilleur, vous allez me dire? Mais il va falloir rester jusqu'au bout. Alors déjà, Conda, pour moi, c'est une ambiance, c'est une zone, un petit peu au même titre que RTH. Mais à la différence près que celle de Conda a été pour moi mieux réussie, mieux travaillée. On sent que Walibi est vraiment passé à un autre level en essayant de travailler chaque élément de détail que compose la zone. Mais pas que la zone, il y a aussi de la station, le bloc sanitaire, vraiment, tout est super bien fait. Rien que quand on rentre dans la zone et qu'on voit au loin la silhouette de Conda, ça donne vraiment un cachet très mythique et mystérieux à l'attraction. L'idée d'avoir également déplacé le Squad Stunfly qui était à l'époque dans le Walibi Playland, c'était plutôt une bonne idée parce que c'est vrai qu'il était vraiment coincé au fin fond de sa zone thématique et là l'avoir mis comme ça, bien thématisé avec Conda, c'était une très bonne idée. Vraiment, l'agencement de la zone elle est parfaite. On a des petites références à chaque fois au Conda, on voit l'empreinte du Conda, on voit un squelette, ce qui pourrait sembler être un squelette du Conda. Même si on n'en dit absolument rien sur la storyline, je trouve que le tout est extrêmement bien respecté et on s'imagine tellement de choses dans ce monde. Et ce qui est tout à fait appréciable, c'est que rien ne fait carton-pâte. Tout fait vrai. Tout fait comme si c'était là depuis des années. Mais malheureusement, le plus gros défaut qu'a la thématique de Conda, c'est sa file d'attente. Mais faut pas oublier qu'un visiteur quand même, surtout un visiteur de Walibi, attend beaucoup. Quasiment 2 heures pour faire Conda à la période d'Halloween et quasiment 30 minutes voire 40 minutes pour faire Conda, ça reste des temps d'attente assez conséquents. J'aurais peut-être préféré d'avoir une file d'attente beaucoup plus thématisée, notamment sur les 20 dernières minutes et non sur les 5 dernières minutes, parce que la file d'attente de Conda est vraiment thématisée que sur une toute petite partie. Alors certes, c'est plutôt agréable de devoir déambuler à côté du layout, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Moi en tant que coaster fan, ça me dérange absolument pas. Mais ce qui est regrettable, c'est le débit qu'a Conda. Voilà, j'aurais pourquoi pas préféré avoir des 34 places comme sur Flying Aces, histoire d'améliorer un petit peu le débit. Parce qu'on fait la concession sur la thématisation de file d'attente, mais finalement on vous fait attendre dans cette file d'attente. Donc il y a un petit peu anguille sous roche là-dessus. On attend beaucoup dans un endroit qui n'est pas thématisé, alors que dans la zone en face de l'entrée, au niveau de la boutique, on y est qu'une bonne dizaine de minutes, soit beaucoup moins que dans la file de Conda. Voilà, pour moi il y a une petite incohérence, c'est vraiment pour trouver des défauts à Conda, mais je tiens vraiment à vous pointer exactement ce qui va et ce qui ne va pas, et ne rien oublier. Et là quand on arrive dans la station de Conda, c'est là que vient le plus intéressant. On a un travail qui a été fait en harmonie avec les jeux de lumière, avec la musique, ce qui se passe en station. Quand un train est dispatché, quand un train est en attente, tout est vraiment très bien pensé, très bien mis en ambiance, avec les bruitages, j'adore. Et là on arrive sur la First Drop, et quel bonheur cette First Drop, encore meilleure que celle de Lost Gravity qui était pour moi une référence. En termes de first drop, précisons-le. C'est presque un spectacle rempli d'émotions quand vous arrivez sur cette drop. Après, on arrive sur les 2 excellents et très longs airtime que se compose Conda. Et arrive pour moi l'élément le plus satisfaisant dans le ride, c'est le Twisted Airtime Hill.
Du début à la fin de cet airtime, vous avez un sentiment de jouissance, puisque lorsque le train doit changer de position pour pouvoir se mettre parallèle au sol, vous avez un mix entre airtime horizontal et airtime vertical, c'est absolument sublimissime. Peut-être l'un des meilleurs éléments. Après, on arrive sur une petite déception, c'est-à-dire le non-inverted Cobra Roll. J'aurais préféré avoir quelque chose de beaucoup plus tricky, histoire d'avoir quand même de beaux EGF turns au sommet. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, après cet élément qui est finalement plus visuel que sensationnel, on arrive vraiment sur une partie très dosée en airtime et en G positif. On arrive sur quelque chose de beaucoup plus maîtrisé que RTH, on a de très longs airtime et de très longs moments de G positif. C'est loin pour me déplaire et c'est pas non plus aussi long que les moments de G positif qu'on a par exemple sur Goliath. Le défaut qu'a Goliath sur cette partie à moment G positif, c'est qu'on a 0 airtime, tandis que là vraiment tout est rythmé avec airtime G positif, airtime G positif. Et ça c'est super intéressant, clairement ce que j'aurais aimé d'avoir sur le Goliath. S'ensuit juste après une partie qui est très contestable. Tantôt sans airtime, tantôt beaucoup d'airtime, cette partie est, comment dire, très disparate. Selon à ce qu'on soit au début de journée, en fin de journée, ça peut être une très bonne partie comme une partie inintéressante. On sent qu'il y a des moments où Intamin a essayé de faire des éléments assez bizarres, comme un double up, double down, légèrement twisté, bref, c'est très chelou. Là où c'est parfaitement inintéressant le matin, c'est plutôt intéressant le soir, et ça en devient même un élément unique. Et aucun airtime ne se ressemble sur cette fin de partie de Layout. Et toujours dans cet esprit où tout est extrêmement bien dosé. Et elle est là la grande différence entre Kanda et RTH. Sur Kanda, tout a été extrêmement bien calculé pour avoir des éléments à G positif, G négatif. Vraiment que ce soit très jouissif à la longue. Sur RTH, c'est très disparate. À aucun moment vous sentez une réelle maîtrise des G positifs et des G négatifs sur RTH. Alors que cette assurance d'avoir quelque chose d'extrêmement bien dosé sur Kanda, j'apprécie énormément cela. Et on arrive sur les freins, avec la banane, avec le sourire. Autre petit point qui me paraît quand même important, c'est l'aspect visuel qu'a le coaster de nuit. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans sa file d'attente, là où la zone est encore une fois très jolie. Quand on arrive sur la partie coaster, on n'a même pas le coaster qui a un minimum éclairé. Ce qui est dommage parce qu'il y a clairement moyen de faire quelque chose de très joli, notamment dans le non-inverted Cobra Roll. Ça aurait été, je pense, absolument sublime. Voilà, donc pour résumer, Kanda c'est un coaster que j'ai beaucoup apprécié contrairement à certaines personnes, sans doute à cause de la hype qui était super importante avant son ouverture. Moi j'ai essayé d'être très en recul sur ça et apprécier vraiment le coaster tel qu'il est. Untamed. Ah, il n'a pas changé de position cet Untamed, il est toujours là, toujours à cette première place de mon top. Il faut dire que son layout est quand même tellement fourni en airtime et en émotion que pour l'instant aucun coaster n'a réussi à le déloger. Je vais pas tout reprendre et vous dire ce que j'ai aimé dans Untamed, vous le savez très bien maintenant. Donc si jamais vous n'avez pas vu mon dernier top 10, mon avis n'a pas grandement changé. Hormis un détail pas très important, c'est que j'ai bien apprécié comment Walibi Holland l'a mis en valeur durant les Halloween Friday Night. On n'est pas sur le niveau de Lost Gravity, mais le fait d'avoir ajouté quelques petits éclairages change clairement la donne. En plus, ça donne des effets d'optique super sympas quand on passe un on-ride dans le 270 degree double inverting corner stall et puis dans le barrel roll final du layout. Mais c'est clairement un détail face au florilège d'airtime que donne Untamed. Mais contrairement à certains coasters qui avaient été évoqués avant dans le top 10, c'est que aucun tour ne m'a déçu. C'est vrai que j'ai évoqué que certains coasters sur certains rides pouvaient être décevants, notamment au matin ou au soir. Sur Untamed, c'est pas le cas. Même si le coaster est un petit peu froid au matin, il n'en est pas de moins excellent dès le matin. Et ce, sur l'entièreté de son layout. Et c'est ce qui fait sa plus grande force aussi à Untamed. Quelle que soit votre place, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit votre train, le coaster est toujours excellent. Voilà, Untamed est toujours bien ancré à la première place de mon top et je serais très curieux de voir qui va le déloger un jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager votre top 10 dans la description de cette vidéo, je serais très curieux de savoir quel est votre coaster préféré. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'aller voir une vidéo entière sur les parcs des coasters que vous avez vu dans ce classement. J'y donne un avis détaillé sur lui et ses attractions, donc si jamais cela vous intéresse, les liens sont en description. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc si jamais vous avez apprécié ce format et que vous souhaitez le revoir l'année prochaine, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et évidemment à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. À chaque fois que je me rends dans un parc, je poste beaucoup de stories sur Instagram, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, le lien de mon compte Instagram se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, c'est le mercredi et samedi à 14 h. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard!